tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, cette semaine, je vous reviens avec un Cthulhu un chouïa plus conséquent que les précédents. Là, cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un alignement planétaire. J'ai ouvert mes chakras, je sais pas quoi. J'ai lu. J'ai pas mal lu. J'ai fini 2 lectures audio que j'avais commencé il y a un petit moment, mais là, je les ai toutes les 2 finies cette semaine. Et j'ai enchaîné les lectures pour mon plus grand plaisir. Franchement, là, j'ai passé une super semaine de lecture. Ça m'a fait un bien fou. Et je suis passée vraiment par toutes les émotions avec ces lectures-là. Et franchement, ça a fait un bien au moral phénoménal. Donc, on va commencer tout de suite par le premier livre audio dont je dois vous parler. Il s'agit des Annales de la Compagnie Noire, le tome 3, La Rose Blanche. Je vous mettrai la petite vignette ici. On retrouve donc la fameuse Compagnie Noire avec le porte-étendard qui est Toubib. Toubib qui nous raconte l'histoire les aventures de cette fameuse Compagnie Noire. Et on les reprend à la suite de leur affranchissement de leur lien de loyauté avec la dame. Et ils ont pris fait et cause pour la Rose Blanche. Et donc, ils se cachent pour échapper à la vindicte de la dame. Mais bientôt, il va y avoir une menace qui va planer au-dessus du royaume et qui va obliger, les ennemis de maintenant à coopérer afin d'éliminer cette fameuse menace qui plane au-dessus de tout le monde et qui représente vraiment un danger vraiment beaucoup plus conséquent que les simples petits ennemis pris les uns par rapport aux autres. Une fois encore, je me suis laissée porter par la voix du narrateur. J'adore, franchement, les Annales de la Compagnie Noire, ça passe crème à l'audio. Vraiment. Je ne sais pas si ça passerait aussi bien à la lecture papier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, avec l'audio, je me régale vraiment. Je me prends d'affection vraiment pour tous les personnages. Pour Toubib, qui est pour moi qui est mon personnage préféré. Mais il y a aussi Qu'un œil. Qu'un œil, lui, me fait mourir de rire. Et Gobelin, qui sont les 2 acolytes attitrés de Toubib. Et on va encore les suivre une fois encore dans cette aventure. Il y a de l'humour, il y a de la tension, il y a du rebondissement, il y a de l'action. Bon, alors, l'action est diluée, j'ai envie de vous dire, tout au long du roman. Et ça s'accélère un tout petit peu à la fin. Comme à chaque fois, là, les 3 tomes que j'ai écoutés, ils sont à peu près ficelés de la même manière. Mais pour moi, pour moi, à l'audio, ça passe vraiment crème. Je vous encourage vraiment à découvrir cette saga de Dark Fantasy, qui est, à mon sens, un classique de la fantasy. Mais franchement, voilà, c'est vraiment une saga à découvrir et je vous encourage vivement de la découvrir pendant l'été en série. Voilà. Autre roman que j'ai écouté à l'audio grâce à Annette Gallet, il s'agit du tome 1. Vous allez me dire, alors, mon bilan de l'été en série, il va être catastrophique, les gars. Mais vraiment catastrophique. J'avais dit, ouais, pour l'été en série, je poursuis les sagas en cours et je les termine. J'en termine certaines. Jusqu'à maintenant, j'en ai commencé plus que je n'en ai terminé. Voilà. Je suis irrécupérable. Mais irrécupérable. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? C'est pas de ma faute. Donc, je vous disais que j'ai commencé une nouvelle saga, The Prison Healer, La guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni, aux éditions... Ils n'ont pas d'édition, ces gens-là? Achète Roman. Si, ils ont une édition. Achète Roman, c'est pareil, je vous mettrai la petite vignette ici. J'avais vu passer cette saga sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon,
c'est encore de la romantécie, ça va pas me plaire, ça me saoule, parce que il y a quand même certaines romantésies dont l'histoire de base pourrait me plaire, mais le côté romance, du cul pour du cul, eh ben ça me saoule. C'est pas, ça me freine, je n'y vais pas parce que je sais que ça va pas me plaire. Mais je sais que je passe à côté de super histoires de fantasy. Et j'avais un peu peur que ce soit le cas pour The Prison Healer. Et je me suis dit, bon, ça n'engage à rien, tu as le service presse audio, tu écoutes le tome 1, si ça te plaît, ça te plaît, si ça te plaît pas, et ben au moins tu auras essayé et tu n'auras pas de regrets. Ce fut donc chose faite, j'ai écouté le tome 1, et autant vous dire que ça a été une très très bonne surprise. J'ai même eu un petit coup de cœur pour ce tome 1. On va suivre l'histoire de Kiva. Kiva qui est enfermée, elle est prisonnière au sein de la prison de Zalindov. Et elle elle occupe le poste de guérisseuse au sein de la prison. On apprend dès le début du roman que ça fait une dizaine d'années qu'elle est emprisonnée. Donc elle est âgée de 17 ans, donc on comprend très vite qu'elle a été envoyée en prison dès l'âge de 7 ans. Et on nous explique au fur et à mesure du récit le passé de Kiva et comment elle est arrivée en prison. À l'heure actuelle, elle est guérisseuse. Et voilà, elle soigne les bobos des prisonniers, sachant qu'ils sont quand même assez nombreux parce que c'est pas non plus, c'est pas le Club Med, la prison de Zalindov. On sait que c'est une prison, mais les mauvais traitements sont quand même assez légion. Et un jour, va arriver dans son infirmerie la reine rebelle, la chef des rebelles au royaume. Et elle a une mission, c'est de la maintenir en vie, car il va lui être appliqué ce qu'on appelle les épreuves du supplice, 4 épreuves, qui, si elle survit aux 4 épreuves, elle sera donc libérée. Le problème, c'est que la reine rebelle arrive dans un état absolument déplorable, plus morte que vive, et Kiva va prendre une décision. Certains la qualifieraient de complètement conne, d'autres d'hyper courageuse, tant et si bien que Kiva se propose de participer aux épreuves en lieu et place de la reine rebelle. Alors bien évidemment, tout son entourage lui dit qu'elle va y laisser sa peau, et on va la suivre comme ça au fur et à mesure où elle va participer aux épreuves du supplice. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré l'univers qui est créé au sein de la prison de Zalindov. J'ai aimé les personnages secondaires. Et j'ai aimé le tour que prenait l'histoire. C'est bourré d'action. J'aime beaucoup les interactions qu'il y a entre les personnages, notamment entre Kiva et le petit garçon Type. Ce petit garçon qui est tout seul dans cette prison, qui voue une admiration sans borne et un amour profond pour Kiva. Pour lui, c'est sa grande sœur, en fait. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre ces deux-là. J'aime beaucoup aussi la tournure que prend la relation entre Keren et Kiva. Et ils ont chacun d'entre eux quelques secrets, malgré tout. Et arrive la toute fin, le dernier chapitre quasiment. Je peux vous dire que j'étais à la salle de sport. J'étais en train de faire ma séance de muscu. Pour être tout à fait honnête, j'étais en train de faire mes abdos quand j'ai écouté la fin. Et quand j'ai entendu la fin, j'étais en train de faire mes abdos et là j'ai fait « Quoi ?» D'abord, mon chéri était pas très loin, il était sur une autre machine et il me dit « Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Non, rien, je t'expliquerai. » Mais ça m'a scié, j'ai rien vu venir. J'ai absolument rien vu venir. Mais, à bien y réfléchir, tout prend sens. Tout prend sens. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même balèze. C'est quand même fort, elle m'a bien eu. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, le tome 1 m'a plu, fatalement, il va falloir que je lise le tome 2 et le tome 3. Parce que c'est une trilogie. Voilà. Restez bien en fin de vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et en tout cas, j'ai vraiment aimé, c'est de la bonne fantaisie. Oui, il y a une petite romance, mais ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire, ça s'incruste dans l'histoire. C'est pas du superflu. Et franchement, ça passe crème. Et c'est pas
j'ai envie de vous dire que la romance n'est pas vraiment le pilier de l'histoire, c'est vraiment l'histoire de fantasy qui prend le pas sur la romance, et ça, c'est ce que je préfère. Voilà. En tout cas, jetez-vous sur cette saga si vous aimez les complots politiques, la magie, si vous aimez les secrets de famille et voilà, la bonne fantaisie. Allez-y, jetez-vous sur cet ouvrage. Ensuite, j'ai lu un service presse que m'a envoyé les éditions Black Lab. Périodiquement sur Instagram, les éditions Black Lab ouvrent à des partenariats ponctuels. Donc, il suffit de remplir un formulaire sur Instagram et si vous êtes retenu, vous êtes contacté par la maison d'édition pour recevoir l'ouvrage. Et moi, j'ai été contactée pour recevoir en numérique, via NetGalley, un exemplaire numérique de Son employé de Samantha Hayes, donc aux éditions Black Lab. On est ici sur un thriller domestique. Alors moi, les thrillers domestiques, le dernier en date que j'ai lu, c'est La femme de ménage. La femme de ménage, j'avais tout compris à la page 30. Et là, je me suis dit, bon, les thrillers domestiques, c'est ou c'est rudement bien fait, tu vois rien du tout, ou je vais avoir des indices et je vais dîner. Donc là, dans Son employé, on fait la connaissance d'un couple, de Gina et de son mari, qui se retrouvent à la rue à la suite de l'incendie de leur maison. Une des meilleures amies de Gina leur propose de venir vivre chez elle, étant donné qu'elle est partie en voyage, donc elle leur offre directement l'hospitalité et d'occuper sa maison le temps des travaux de réhabilitation de leur maison. Donc ils acceptent et ils emménagent donc chez Annie, la meilleure amie de Gina. Et bon, ils s'installent, ils prennent leur marque, et quelques heures après, arrive chez Annie son employé de maison, Marie. Le problème, c'est que Annie n'avait absolument pas dit qu'elle avait une employée de maison, donc ce qui a, de prime abord, surpris Gina. Mais bon, voilà, Marie est très gentille, elle est très serviable. Ça match avec les enfants, parce que Gina a deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 7 semaines. Et ça match bien avec les enfants. Donc, bon, elle accepte l'aide de Marie. Et quelques temps après leur installation, Marie demande à Gina si elle peut l'héberger dans cette maison, parce qu'elle n'a plus de toit au-dessus de sa tête. Et pour elle et son fils, Tyler. Alors Gina est un peu gênée, parce que quelque chose la gêne profondément dans le personnage de Marie, mais bon, sa bienveillance refait surface et elle accepte d'héberger Marie et son fils. Alors, voilà comment commence l'histoire. Petit à petit, on apprend que il s'est passé quelque chose dans le passé de Gina. Une de ses amies, quand elle était plus jeune, elle formait un groupe de 4. Et l'une d'entre elles a mystérieusement disparu. Et bon, tout le monde la suppose morte, parce que ça fait 25 ans. Elle a disparu une nuit et elle n'est jamais revenue. Et ça a été un traumatisme pour les 3 amies restantes. Et voilà, et donc il y a quelque chose qui se trame quand même dans cette maison, avec cet employé de maison. Et voilà, on sent qu'elle cache quelque chose. Alors, à ce stade du roman, environ au premier tiers, je me suis dit, bon, j'ai échafaudé une théorie, et il s'avérait que j'avais raison. Mais, Samantha Hayes avait quand même un autre atout dans sa manche. Et il y a eu une dernière révélation qui, là, par contre, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Et là, franchement, j'ai trouvé que c'était bien fichu. On n'est pas non plus dans les clichés du thriller domestique où le mari est beau à tomber par terre. Il est beau, il est magnifique, il est intelligent, il est musclé et tout. Non, on est loin de ces clichés-là. On est vraiment dans une tension permanente dans cette maison,
Personnellement, je n'irai pas vivre dans cette maison avec cet employé de maison parce que c'est particulièrement anxiogène. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien fichu, hyper bien mené. Les révélations sont ni trop grandiloquentes, ni effet pétard mouillé. Je me suis régalée vraiment avec ce roman. Je l'ai dévoré, les chapitres sont courts. On a tout de suite envie d'aller au chapitre suivant. Franchement, c'est une pépitasse. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Donc, si vous aimez les thrillers domestiques, eh ben, allez-y, foncez. Ensuite, je vais finir par celui-ci. Tadam. Alors, hop. Entre deux thrillers, je me suis dit, et si je lisais le dernier Karen Ponte, Recherche Lily désespérément, publié aux éditions Fleuve. Ah, j'aime bien les romans de Karen Ponte, c'est léger, c'est frais, ça se déguste comme une petite glace, un petit sorbet au soleil, et ce roman ne fait pas exception à la règle. Dans son dernier Sur scène, j'avais chialé ma race. C'était émouvant et triste à souhait. Dans ce roman, voilà, on est passé de plus du côté de la comédie. Comme c'est si bien faire Karen Ponte. Et là, on va faire la connaissance de Lily, qui est une quadra, qui travaille dans une agence de marketing. Et elle bosse sans compter, elle donne des heures sans compter. Et un jour, on lui met dans les pattes une directrice adjointe, beaucoup plus jeune qu'elle, censée l'aider à faire son travail. Sans doute, alors, c'est pas dit clairement, mais l'idée est sous-jacente, sans doute faire son travail mieux qu'elle. Ayant un arriéré de 3 mois de congé à poser, ni une ni deux, Lily pose ses 3 mois de congé et décide d'aller se mettre au vert, de faire une retraite spirituelle. Et elle trouve une petite bergerie à louer à Valfleur-les-Bains, une petite bourgade perdue au fin fond de la France. Et banco, la bergerie est disponible sur ces dates, elle fait la réservation, elle prend le train et elle descend là-bas. Donc, on va suivre déjà Lily dans son périple, de partir vers cette bergerie, le trajet de 8 heures en train, l'arrivée à la bergerie, et on découvre quand même assez rapidement que Lily est accro aux réseaux sociaux, accro à tout ce que à toutes les publications de diverses influenceuses, divers lives d'influenceuses qui vantent les produits de certaines marques. Et autant vous dire que Lily est une cliente hors pair, car elle achète tout et n'importe quoi, même si elle n'en a pas besoin, mais au moins, au cas où, elle est parée, elle a tout ce qu'il faut. Et donc, l'idée de la retraite spirituelle lui est donc soufflée par un live d'une influenceuse qu'elle suit, et là, elle se dit, banco, c'est tout ce qu'il me faut. Et donc, on va la suivre pendant ces 3 semaines de mise au vert dans cette bergerie où tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est c'est toutes ces imprévus, ces situations abracadabrantes que va vivre Lily, qui sont une véritable bouffée d'oxygène. J'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que bon, je ne suis pas non plus au stade de Lily qui commande tout et n'importe quoi, mais j'ai eu cette période au tout début sur les réseaux sociaux où je voyais toutes les influenceuses que je voyais avoir des pochettes à livres, des coussins de lecture, plein de marque-pages. Bon, j'ai cédé, j'ai acheté des coussins de lecture, j'en ai acheté 2. J'ai des pochettes à livres, ça par contre j'en ai quand même un petit peu plus, et les marque-pages, j'en parle même pas. Mais voilà, donc, mais j'ai pas non plus cédé à tout et n'importe quoi. J'ai pas acheté tout et n'importe quoi avec n'importe quel code promo.
Mais voilà, je me suis un petit peu reconnue dans Lily. On arrive quand même des fois à se perdre hein, dans ces achats compulsifs, dans cette quête de faire comme tout le monde. Et des fois, on oublie d'être soi. Et c'est un peu le message de ce roman. Moi, j'ai beaucoup aimé Valfleur-les-Bains. Et ça m'a grandement fait penser à une autre bourgade que les lecteurs des romans de Karen Pond connaissent bien. C'est Santa les deux sapins, lieu où se déroulent quelques comédies de Noël de Karen Pond. Moi, je trouverais que c'est une bonne idée de faire un jumelage entre Santa les deux sapins et Valfleur-les-Bains, parce que c'est un endroit où il fait bon vivre, les habitants sont adorables, ils sont super gentils, ils sont là les uns pour les autres. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse entre les habitants de cette bourgade. Et c'est un peu la même chose à Santa les deux sapins, et je pense quand même que ce serait quand même une bonne idée. Alors je ne sais pas si Karen Pont regardera cette vidéo, j'en doute, mais c'est peut-être une idée possible pour un prochain roman de faire un roman où Santa les deux sapins et Valfleur-les-Bains sont jumelés et qu'on rencontre que des personnages des deux se rencontrent pour faire un roman un peu un crossover entre deux. Franchement, ce serait une idée assez sympa. J'aime beaucoup la plume de Karen Pont. Il y a beaucoup d'elle dans ses personnages. D'abord, elle le dit à la fin. Voilà, ça rend les personnages très vrais, très réels. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces romans. J'ai dévoré ce roman en même pas une journée. Il se lit super vite. C'est une bouffée d'air frais, ça fait beaucoup de bien. Et franchement, je vous encourage vivement à lire ce roman. Vous allez beaucoup rire. Et par les temps qui courent, c'est pas du luxe. Enfin, j'ai terminé ma semaine de lecture avec 60 minutes de M.J. Erlidge, publié aux éditions Les Escales. C'est le tome, je ne sais plus combien, de la saga Ellen Grace. Je vais peut-être le savoir à la fin. Pas du tout. Je crois que c'est le tome 5, je crois. À peu près. 5 ou 6, je ne sais plus. Mais bon, bref. On retrouve donc Ellen Grace et son équipe d'enquêteurs, où là, ils vont avoir fort à faire, car un tueur appelle ses victimes et leur dit, voilà, tu n'as plus que 60 minutes à vivre. Alors évidemment, les victimes oscillent entre incrédulité et peur panique. Et on retrouve bientôt un premier corps, suivi bientôt d'un deuxième. On s'aperçoit que les victimes sont des rescapés d'un drame qui a eu lieu quasiment 20 ans auparavant. Donc 4 adolescents avaient été séquestrés par un fou furieux. Ils ont été torturés. Certains d'entre eux se sont échappés. Et l'une d'entre elles est restée aux griffes du tueur. Le tueur est mort dans l'incendie de sa maison. Et chacun a refait sa vie. Sauf que, il semblerait que le passé se rappelle à leurs bons souvenirs. Enfin, bons souvenirs ou mauvais souvenirs. Et c'est dans cette optique que Hélène et ses équipiers vont orienter l'enquête. J'ai adoré cette enquête. Mais alors, j'étais quand même super fière de moi sur ce coup-là. Parce que, bon, voilà, j'ai lu les premiers chapitres et arrivé à la page 40 ou 50, je me suis dit, bon, j'ai une théorie. Je pense que c'est ça. Ok, bon. J'ai ma théorie, machin. Et au fur et à mesure du récit, et j'avoue que hier, quand j'ai lu la révélation, j'ai fait « Ah ah, je le savais !» Bon, chérie m'a demandé ce qui m'arrivait, je lui dirais rien, je t'expliquerai. J'ai dit juste que j'avais trouvé qui était le meurtrier dès le départ. Et là, je me suis dit « Ah ah, M.J. Erlidge, j'ai compris comment tu fonctionnais. » Tu te dis, oui, parce que je le tutoie, M.J. Erlidge, hein, on est potes hein, maintenant. La meuf qui s'y croit trop, franchement. Voilà, je sais comment il fonctionne, il se dit.
Voilà, on va partir sur la solution la plus évidente. On va, voilà, faire croire au lecteur que c'est la solution la plus évidente qui est la meilleure. Pour finalement faire en sorte que ce soit la solution la plus improbable qui soit la bonne. Et là, en fait, je suis partie de ce principe-là. Je me suis dit non, la solution qu'on nous donne là, c'est trop évident. Cherchons plus loin. Et j'ai cherché plus loin. Et j'avais la bonne solution. Et là, je me suis dit, MJ Arledge, je t'ai eu. J'ai découvert ton secret, mon petit bonhomme. Va falloir se renouveler. Bon, je m'enflamme. C'est la première fois la première fois sur la saga Helen Grace que j'ai trouvé le meurtrier avant, dès le début du roman. Je m'enflamme pas. Je suis pas devenue une enquêtrice hors pair. Je vais pas larguer mon boulot pour devenir policière. Je rassure tout le monde. Mais je me suis régalée, franchement, avec ce tome. Les chapitres sont courts, ça se dévore. Enfin voilà, MJ Arledge, il sait y faire. Il a une plume extrêmement addictive et c'est pas avec ce roman que ça va changer. J'aime toujours autant l'équipe d'enquêteurs. J'aime toujours Hélène. J'aime toujours Charlie. Ils ont vraiment cette espèce de lien extrêmement... C'est plus que des liens entre collègues. Hein, c'est vraiment comme une espèce de famille de cœur que Hélène et son équipe a su créer au fil des romans. Et franchement, je trouve que c'est super chouette. Enfin, moi, je me suis régalée, encore une fois, avec MJ Arledge. Voilà, j'ai jamais été déçue avec un de ses romans jusqu'à maintenant. Je touche de la peau de singe. Mais en tout cas, voilà, foncez, découvrez la plume d'MJ Arledge. Vous ne serez pas déçus. Et donc, je vous avais dit de rester en fin de vidéo, car il y aurait une petite surprise. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit book haul. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, comme j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour The Prison Healer, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai couru à la bibliothèque. J'ai regardé sur le site de la bibliothèque et là, j'ai vu qu'était disponible le tome 2, La Princesse Rebelle, et était disponible également le tome 3, Le sang de la trahison. Je trouve que les couvertures sont super chouettes. Je vais me régaler. J'ai super hâte de me replonger là-dedans. J'espère que le tome 2 et le tome 3 va me plaire autant que le tome 1. Et aussi, j'ai été chercher les héritières de Deveril, alors, la saga Fille d'Irlande, le tome 2, Les héritières de Deveril, de Santa Montefiore aux éditions Verso. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai emprunté le tome 1 en version numérique, mais le tome 2 n'était pas dispo, donc j'ai été le chercher le chercher en version papier à la bibliothèque, bien évidemment. Et cette saga, j'ai envie de lire cette saga à cause de Léa Boucadicte et de Estelle du conte Petite Lectrice. Les filles, c'est votre faute. Voilà, je vous ai dénoncé. Je ne sais pas si Petite Lectrice verra cette vidéo. Peut-être Léa. En tout cas, les filles, je vous embrasse et je ne vous remercie pas de m'avoir fait commencer, encore une fois, une nouvelle saga cet été. Et enfin, j'ai eu un cadeau d'anniversaire en retard. Mon gendre voulait me faire plaisir et il m'a offert, ça lui faisait plaisir de m'offrir ce roman. Donc il m'a offert Strange Pictures de Uketsu, publié aux éditions du Seuil. J'ai vu passer ce roman sur les réseaux. Ça a l'air éminemment mystérieux. D'ailleurs, hein, même l'auteur est assez mystérieux parce qu'il n'apparaît pas à visage découvert, hein, il apparaît avec un masque. Alors, c'est le thriller japonais Phénomène aux 2 millions de lecteurs. Je vous lis la 4e. Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule en ces étranges images. C'est très mystérieux. J'avoue que ça a titillé ma curiosité. En tout cas,
Ma belle-fille et mon gendre ont tapé dans le mille avec ce roman, que de toute façon, elle lui avait dit: «Tu ne pourras pas te tromper en lui offrant, du thriller, du roman noir, du policier, mais alors surtout pas de trucs romantiques, sinon on va la perdre». Elle me connaît, hein, quand même, elle connaît bien mes goûts. Donc voilà, je vous en dirai, un peu plus une fois que je l'aurai lu, mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un tout petit peu plus longue que d'habitude. Voilà, j'espère que pour autant ça ne vous dégoûtera pas de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. N'hésitez pas à commenter en masse cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!